On passe à la prochaine session. C'est le docteur Bruno qui va l'animer et qui va présenter des... Donc là, c'est un peu pour se décontracter, c'est pour parler des sujets différents. On sort des fuites et on va parler d'autres trous et des choses qui mettent un peu de piment dans notre activité et qui nous posent bien des problèmes. Donc on va changer un petit peu les idées parce que les trous autour des valves, ça devient un peu fatigant. Donc je crois, Emmanuel, c'est toi qui commence. Hein, tu nous parlais d'une CIV post-infarctus. Alors à partir d'un cas clinique, c'est pour discuter d'une situation aussi qui est relativement rare, mais je pense que en tout cas plus d'une fois on a dû vous poser la question de savoir si potentiellement on pouvait traiter un malade qui faisait une complication post-infarctus à type de CIV par un abord percutané. Donc ça, c'était une femme de 66 ans qui s'est présentée à Amiens dans un tableau en fait de choc cardiogénique quasiment débutant avec turgescence jugulaire, et pas de crépitant, et qui est avec cet électrocardiogramme. Donc on voyait un tracé d'infarctus déjà semi-récent en antérieur, et donc qui a été coronographié par les collègues de la clinique à Rouen. Et vous voyez qu'elle a une occlusion donc de l'IVA, comme on pouvait s'y attendre. Une coronaire droite qui était quasi normale. Et donc la patiente ayant un souffle, ayant un tableau donc de complications mécaniques, ils lui ont fait une injection en Bergeron de le ventricule gauche. On voit qu'il y a donc effectivement une large CIV, qui n'est pas très bien injectée, mais vous voyez très bien, enfin vous voyez quand même à la pointe du ventricule gauche le shunt. Donc la patiente n'étant pas dans un état extraordinaire, ils lui mettent une contre-pulsion et ils nous appellent en disant qu'est-ce qu'on peut faire de cette dame qui est en choc avec sa grosse CIV. Donc elle est transportée en fait par le SAMU en hélicoptère jusqu'à l'hôpital pour discuter de la fermeture de sa CIV, chirurgicale ou percutanée. C'est une dame qui était en très mauvais état hémodynamique avec une altération des fonctions rénales et hépatiques. Vous voyez à l'échographie une CIV, on va dire pas tout à fait apicale, mais para-apicale, avec un gros shunt. Ici, dans un autre petit axe, on voit très bien, on peut mesurer le diamètre de la déchirure, qui est quand même une grosse CIV. Donc, on est parti pour une décision rapide de fermeture de cette CIV pour essayer d'améliorer la patiente sur le plan hémodynamique, dans la mesure où, compte tenu du caractère très précoce de cette CIV, de l'état général de la patiente, l'état hémodynamique de la patiente, il n'y avait pas de grand enthousiasme chirurgical pour aller sur cette fermeture. Alors, je passe sur on verra sur la technique après s'il y a des questions. Donc là, on avait le temps de lui faire un scanner, de faire des mesures également de scanner. Nous, on aime beaucoup le scan pour toutes ces procédures-là, pour visualiser effectivement les choses, voir s'il y avait une petite bordure apicale qui permettrait éventuellement d'accrocher une prothèse ou pas. On a bien sûr, ça nous arrive d'en faire, mais on ne peut pas dire qu'on a une large expérience non plus de ce genre de procédure. Mais après avoir fait plusieurs essais, notre procédure de base est de partir par voie haute, par une ponction donc de la veine jugulaire. On met en place un guide souple par une JR4, donc du VD vers le VG. Et ensuite, on avance la sonde et on échange avec un guide stiff, qui est généralement le guide en Platzer super stiff de chez Boston, ou les guides qu'on utilise pour le TAVI, Confida, comme ça a été mentionné, ou Safari. On utilise plutôt l'Emplatzer. Et ensuite, on amène sur ce guide rigide la gaine, et ensuite, on largue la prothèse. Et là, en l'occurrence, compte tenu du caractère très fragile de ces tissus, la décision qui avait été prise après discussion entre nous, en regardant un peu de la littérature, de partir plutôt sur une prothèse relativement peu rigide. Donc on était parti sur une prothèse de CIA et non pas une prothèse de CIV, en se disant que l'idée c'était d'éviter la dilacération du septum sur une prothèse trop rigide.
Donc là, vous avez la JR4 qui est passée à travers l'orifice, donc de droite à gauche. Je vais aller assez vite. Donc là, on positionne le guide rigide. Et là, dans cette position-là, le guide enroulé dans le ventricule gauche, impossible d'avancer correctement la gaine. Donc on a dû positionner le guide un peu plus loin en échangeant sur une pictelle, en franchissant la valve aortique. Et en mettant, l'idée c'était soit de récupérer le guide avec un lasso, soit de le mettre un peu plus bas dans l'aorte descendante pour avoir un meilleur appui, ce qui était tout à fait suffisant dans ce cas-là. Et donc là ensuite d'avancer la gaine. Et ensuite, ça après le reste de la procédure, vous connaissez le principe. J'ai pu en tête la taille de la prothèse qu'on a choisie. Donc l'ouverture du côté gauche s'est fait sans trop de difficultés. Et évidemment, comme c'est le cas, compte tenu des trabéculations du ventricule droit, de la taille de ces prothèses, le déploiement évidemment de la partie droite du système n'est jamais complet, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un problème dans la mesure où la partie gauche, le disque gauche, est correctement appliqué sur le septum. Je sais pas. Ça s'est éteint d'un coup là. C'est un sujet qui, je pense, mériterait plus qu'un simple petit cas comme ça, parce que c'est quand même un sujet. Nous, on a eu un certain nombre de cas qu'on a traités ici, et c'est pas quelque chose de simple. On croit grossièrement, on a une mortalité qui est de l'ordre de 50%, c'est 1 sur 2. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui ont certainement des choses à dire sur les fermetures de CIV, de l'infarctus, qui ne sont pas toujours quelque chose de simple. On n'a pas toujours le choix. Effectivement, c'est à mon avis une question fondamentale, quelle que soit la technique qu'on choisisse, percutanée ou chirurgicale, c'est le délai à partir du moment où on intervient. Donc là, on va aller assez vite sur le largage de la prothèse. Donc vous voyez, elle a cette forme quand même un peu spéciale, avec un bon appui côté gauche, et puis la partie droite qui est à la fois dans l'épaisseur du septum interventriculaire et puis dans le ventricule droit. En échographie, c'est pas trop mal. Ça, je ne sais pas s'il y a la couleur après. Donc la patiente a été très rapidement et très nettement améliorée avec persistance d'un shunt en post-procédure immédiate. On devine ici, là, ça passe un peu vite, mais vous voyez qu'il y a quand même encore un petit peu de passage, qui est assez normal. Mais elle a corrigé toutes ces anomalies, notamment biologiques et hémodynamiques, son bilan hépatique, son bilan rénal. Elle a pu être sevrée très rapidement de sa contre-pulsion intra-aortique. Et puis on l'a gardée sous le coude un certain temps. Elle gardait un shunt significatif. Mais on avait gagné, vous voyez, plus de 3 semaines. Et à J25, la décision du Heart Team a été une fois qu'on a considéré qu'elle était dans la période de consolidation des tissus, de la faire passer au bloc pour lui réparer cette... Alors je vous montre juste, il y a plusieurs petites images chirurgicales, juste pour vous montrer la forme de la prothèse quand elle a été sortie du ventricule. Vous voyez qu'elle a exactement, c'est quand même un gros machin, vous voyez exactement la forme qu'elle avait, donc qu'on pouvait voir à l'angio ou à l'écho. Mais la réparation, elle a pu se faire dans d'excellentes conditions pour les chirurgiens, puisque le tissu était plus ce tissu succulent et donc dilacéré qu'on a en phase très précoce d'infarctus. Et donc il a pu mettre un patch avec un bon résultat. Et la patiente, je trouve que j'étais à Amiens il y a quelques jours en passant, et 2 ans après, elle va très bien, elle a bien évolué. Alors j'ai rapidement en 3 diapos vous montrer 2-3 trucs de la littérature. Il n'y a pas beaucoup non plus de vraies séries qui permettent de tirer des conclusions quelconques sur ce qu'il faut faire. En gros, quand même, effectivement, comme le disait Philippe, c'est de mauvais pronostics. Donc là, si on prend l'autre cas à nous, c'est une patiente qui était en choc cardiogénique. Si je fais référence à ce papier de 2009, là, des Allemands, elle est en choc cardiogénique. Elle a eu un succès de procédure. Elle a eu une chirurgie additionnelle à distance, mais ça a permis de tenir le temps.
Et vous voyez que la mortalité à 30 jours, c'est 86% dans cette série-là. Les patients qui ne sont pas en choc cardiogénique, les mortalités, quand la procédure est un succès, sont à peu près sont bien moins, dans l'ordre de 36% quand même. Donc ça reste effectivement une pathologie sévère. La plus grosse, entre guillemets, série, ce sont les Canadiens. Ils ont publié 39, ça a annoncé 51 cas, mais en fait il y a 39 cas chirurgicaux et 12 cas percutanés. Et la seule chose qui est prédictif, c'est finalement les délais, comme ça a été dit, c'est-à-dire le délai entre l'infarctus et la survenue de la CIV et le temps entre le diagnostic de la CIV et le moment où on la traite. Et bien sûr, le fait qu'il y ait un shunt résiduel ou pas en fin de procédure. Je passe là-dessus sur les localisations de ces... Alors, leur idée, c'était de proposer un algorithme. C'est pour ça que je vous ai sorti ce papier-là. L'algorithme, c'est de dire évaluation de la CIV post-infarctus. Soit c'est une petite CIV, c'est-à-dire pour eux, c'est moins de 15 mm. Ce n'était pas le cas de notre patiente. Propose la fermeture percutanée et si possible le plus précocement possible, contrairement à ce qu'on dit, il faut attendre et tout, parce qu'on a des meilleurs résultats quand ça attend, simplement tous les autres sont morts. Donc c'est sûr que si on fait des fermetures de CIV 3 semaines après la CIV, comme de la chirurgie d'ailleurs, les résultats sont mieux parce que tous les graves sont morts avant. Ensuite, on regarde la persistance d'un shunt résiduel ou pas. Et puis ensuite, s'il y a un shunt résiduel, ce qui était le cas chez notre patiente par exemple, on peut discuter soit une procédure complémentaire de fermeture, soit de les opérer un peu plus à distance, mais dans des bien meilleures conditions. En revanche, si la CIV est de plus de 15 mm, dans cet algorithme qui est proposé, l'idée c'est d'aller directement avec une réparation chirurgicale, sachant que c'est dans le sens des guidelines européennes. Finalement, il y avait toujours cette question de il faut y aller vite, il faut attendre un peu. Il semble que finalement, quand les patients ont un gros trou qui ne vont pas bien, il ne faut pas attendre en fait, il faut aller le plus vite possible. Et puis après, s'il y a un shunt résiduel, ce qui est le cas aussi assez fréquemment après réparation chirurgicale chez ces malades-là, on peut aussi discuter une fermeture de la CIV résiduelle par voie percutanée cette fois-ci. Je vous ai remis 2-3 autres références pour ceux que ça intéresse, mais il y a finalement assez peu de données dans la littérature. Voilà. Quelques commentaires? Juste d'abord, l'article canadien est un petit peu biaisé parce qu'il n'utilisait pas de prothèse de CIA, il utilisait des prothèses de CIV, donc c'est pour ça qu'il était limité par la taille. Donc du coup, nous, je pense que tout le monde, ceux qui en font ici, ont tous bien compris que c'est plutôt des prothèses de CIA qu'il faut utiliser. D'une part parce qu'elles sont plus souples et d'autre part par rapport à la taille des CIV qui sont souvent bien plus larges que le maximum de diamètre des prothèses de fermeture de CIV. On avait publié, je ne vais pas citer, mais c'est une petite série qu'on a publiée il y a quelques années, pas l'an dernier même je crois avec Philippe Aldebert. On avait collecté l'expérience multicentrique du sud de la France et on avait une vingtaine de patients. Et c'est vrai que le critère principal, c'est dans les archives, hein, c'est pas dans un très grand journal, mais bon, c'est vrai qu'on avait... on avait le principal critère, c'est vrai que c'était à 21 jours, quoi. C'était dans les 3 premières semaines, le pronostic était beaucoup plus dramatique et je dirais surtout pour la fermeture par cathétérisme interventionnel, sachant que, bien sûr, là aussi, il y avait un petit biais, c'est que on faisait une photographie, on faisait montrer la chirurgie et le cathétérisme interventionnel, et bien sûr le cathétérisme interventionnel était réservé uniquement à ceux qui étaient contre-indiqués à la chirurgie, et du coup entre les deux groupes il y avait une différence significative en termes d'Euroscore, d'âge, etc. quoi. Donc, et le bridge, je pense que tu seras d'accord pour dire que la fermeture de la CIV en bridge, j'allais dire, pour permettre d'attendre un délai éventuellement plus favorable pour la chirurgie, c'est peut-être ça la bonne stratégie quand même. Peut-être, hein, j'ai pas sûr. Oui, je voulais faire 2 commentaires. Déjà, il y a des chances de survie si tu l'as au moins fermé partiellement, ça c'est vrai. Sur l'algorithme proposé, je me demande s'il vaut mieux pas raisonner en termes de shunt qu'en termes de taille de CIV, parce qu'on sait bien que c'est pas vraiment anatomiquement, c'est pas un vrai trou bien rond, donc je sais pas si c'est vraiment un sens de... Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une technique qui permet de gagner beaucoup de temps, parce que souvent, en gros, on dit faut attendre, sauf qu'à 3 semaines, le patient est mort. C'est l'Impella quand même, et l'Impella, quand on met des Impella de 5 litres, on arrive vraiment à réduire significativement le shunt, et nous, il y a 2-3 patients, enfin j'ai 3 patients en tête comme ça,
qui allait vraiment pas bien. On leur a mis une INPEA et on a pu gagner les 15 jours, 3 semaines sans avoir la défaillance rénale. Ça permet vraiment de gagner du temps, quoi. Donc, quelle que soit la technique de réparation, on sait qu'elle sera beaucoup plus mieux tolérée si on est à distance. Mais sauf que le temps, on ne l'a pas, et ça, l'INPEA, ça permet quand même de gagner du temps. Les recommandations européennes chirurgicales sont aussi basées précocement sur la réparation pour ceux qui ne sont pas bien. Je pense que dans ce cas précis, on avait une situation assez apicale. L'approche par la jugulaire, c'est ce qu'on fait aussi. Et ça aussi explique pourquoi le positionnement droit n'est pas optimal. Parce que s'il est optimal, pour moi, pas besoin de chirurgie. Mais dans ce cas-là, vous avez vraiment fait comme il faut. Je pense que c'est une approche qui a sauvé la patiente. Quand j'étais à Mondor, justement, on avait repris énormément de CIV avec l'équipe Cachera-Loisance, une 60aine à peu près. Ce qui était clair, c'est ce qui a sauvé votre malade, c'est qu'il vaut mieux un gros trou et un petit infarctus. Et là, la circonflexe, la droite, le début de l'IVA était bien. Il y avait juste la terminaison de l'IVA, un gros trou. Et donc, je pense que quelle que soit la technique, la patiente aurait pu survivre probablement aussi à une chirurgie précoce, bon, sans faire le malin. Simplement, les CIV postérieurs en chirurgie, c'est une catastrophe. Et ma question, c'est est-ce que pour vous, ça l'est aussi parce que appareil mitral, parce que, etc. Et des postérieurs, on en a fait quasiment aucune. A priori, je pense que oui. Dans le papier, là, bon, c'est un papier, c'est bon, mais bon, il existe, il n'y a pas de différence entre les postérieurs et les... Moi, j'avais fait ma thèse en 76 sur 54 CIV post-infarctus à Brousset, parce qu'on recevait les malades de Lariboisière, qui était le seul centre à Paris qui disposait d'un ballon de contre-pulsion. Et ils envoyaient les malades à Pivnica, à Brousset. Et les conclusions, c'est exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a deux types de malades. Il y a le malade qui est... D'abord, il y a des complications associées, c'est l'hémopéricarde, la rupture d'une paroi libre du ventricule. Donc ces malades-là, je crois qu'il faut les opérer. Et d'autre part, il y a ces malades qui sont soit qui tolèrent bien, mais on se fixait, il n'y avait pas d'échographie, c'était l'importance du shunt. On faisait un cathé droit, on mesurait s'il y avait un shunt supérieur à 1,5, il fallait opérer le malade. Et s'il était bien, on essayait d'attendre. C'était une erreur, parce qu'il y en avait plein qui mouraient en se dégradant brutalement, ils se passaient en anurie. Et les malades qui allaient mal, qu'on opérait d'emblée. Et la mortalité était fonction de la localisation de la CIV, parce que la CIV apicale, c'est effectivement un trou à la pointe du ventricule qui est facile à fermer chirurgicalement, donc peut-être aussi avec... Par contre, infarctus postérieur, c'est une dilacération du septum avec une désinsertion septale qui fait communiquer les deux ventricules. Donc c'est beaucoup plus difficile comme chirurgie, et c'est ceux-là qui mouraient le plus, parce que la mortalité malade qui était relativement stable, c'était 20% de mortalité. Les malades en état de choc, c'était 50%. Donc sur 50 malades, la mortalité moyenne de la CIV post-infarctus opérée était 30%. Donc je pense que ça n'a pas changé depuis. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut utiliser des larges patchs, parce qu'en fait, ce n'est pas des CIV. L'erreur est de dire CIV, parce que c'est des ruptures septales, et donc ils font des énormes patchs. Pas les patchs qu'on utilise pour les CIV congénitales, parce que ça se désinsère automatiquement. Il faut faire une ventriculotomie gauche et pas une ventriculotomie droite, comme ça avait été fait au début. Et avec ça, on a des bons résultats. Terran David lui a décrit une technique qui est très bonne, qui consiste à mettre un énorme patch en péricarde dans le ventricule gauche, qui tapisse toute la paroi ventriculaire et qui évite justement les fissurations post-opératoires.